Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire. Nous sommes aujourd'hui avec Mustapha Jlor. Bonjour Mustapha. Bonjour. Alors je vous présente, vous êtes anthropologue et vous êtes chef de division au ministère de la Culture. Donc on est dans le système là. Merci de nous accueillir. Et en fait vous êtes celui qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine immatériel. C'est-à-dire que vous êtes le point d'entrée de ce genre de dossier, c'est ça? En fait, je suis le point focal national de la Convention 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'accord, alors c'est quoi la Convention 2003? La Convention de 2003, elle est venue remplir un vide, parce qu'il y avait une Convention de 1972 concernant le patrimoine mondial, donc tout ce qui est les monuments et sites. Le côté immatériel a été laissé de côté, donc il y a eu lacune. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a un pan de patrimoine qui manque, c'est le matériel. C'est-à-dire le matériel, c'est quoi? C'est beaucoup de médina, beaucoup de monuments. Oui, le matériel comporte deux catégories essentielles. Tout ce qui est mobilier, c'est-à-dire les statues, les manuscrits, etc., qu'on peut faire bouger. C'est physique, c'est tangible, mais qu'on peut bouger. Il y a tout ce qui est figé, c'est Koutoubia, par exemple, Chella ou les murailles. Mais on n'avait pas beaucoup d'immatériel. Non. Il faut attendre la Convention de 2003 pour que l'UNESCO... il y avait des recommandations, mais c'était pas... il n'oblige pas les États à préserver, à sauvegarder le patrimoine immatériel. Moi, j'ai une question. À quoi ça sert d'être inscrit au patrimoine immatériel? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Pourquoi il faut le faire? L'inscrire au niveau de l'UNESCO, oui. vous voulez dire. Ouais. Ça apporte beaucoup de choses. Il y a des choses positives et des choses négatives. Et les choses positives, c'est qu'on fait valoriser un patrimoine national qui devient international. C'est la question de l'universalité du patrimoine. Il y a aussi l'assistance technique, il y a l'assistance financière, il y a ce qu'on peut dire... L'UNESCO donne de l'argent pour préserver le... Il y a possibilité... Il y a des bourses pour ça. La Convention de 2003, il a l'avantage d'offrir et de permettre des subventions de l'ordre de $100,000. Pour préserver même au-delà de $100,000, donc c'est un autre mécanisme, toujours dans le cadre de la Convention de 2003. Mais il y a cette possibilité de demander l'aide financière. Et paradoxalement, il y a peu de demandes de financement du patrimoine immatériel. C'est ce qu'a remarqué l'organe de la Convention 2003. Il y a peu de demandes de subventions. Au Maroc, il n'y en a que deux cas. Celui des champs féminins de Tcharoudant, qui n'est pas inscrit, mais c'était une demande financière. Il y a aussi celui de Teskewin qui a obtenu une aide financière sur ce point. Mais beaucoup de pays ne demandent pas cette aide financière. Donc en résumé, on peut gagner un peu de prestige, de l'argent, de publicité. Pas l'argent, mais l'aide financière. Oui, bien sûr, quand je dis de l'argent, c'est-à-dire c'est de l'aide financière. Ouais. C'est aussi une vitrine des États. Et c'est ça c'est du prestige. Le prestige, c'est double facette. C'est positif. On fait connaître le patrimoine immatériel d'un pays. Mais aussi, c'est le côté négatif, c'est qu'il y a une surenchère, il y a une concurrence et des frictions à cause de ça entre les pays, entre les communautés. Bien sûr. Qui va sur certains patrimoines, est-ce qu'ils appartiennent à un État ou à un autre État, à une communauté par rapport à une autre. Il y a des frictions à cause de ça, parce qu'il y a une concurrence entre les pays sur la question. Et ça, c'est le défaut de la Convention. Ce n'est pas un défaut, c'est une chose que les organes de la Convention doivent réétudier. Pour vous expliquer ça, la Convention de 2003, elle a prévu 2 principales listes, plus une troisième, que je dirai par la suite. La première liste, c'est la liste de sauvegarde urgente. Normalement, la Convention, elle est faite pour cette liste, la liste de sauvegarde urgente, c'est-à-dire les éléments qui sont dans une situation de disparition et qui nécessitent une sauvegarde. C'est l'essence, même l'âme de cette Convention. Et il y a une deuxième liste, c'est ce qu'on appelle la liste représentative.
c'est des éléments identitaires ou qui concernent le patrimoine d'un pays, mais qui ne sont pas dans une situation qui nécessite une sauvegarde. Et donc, si vous voyez les deux listes, normalement, la liste de sauvegarde, ça doit être la prioritaire, mais on trouve que c'est la liste représentative qui est maintenant plus de 500 éléments, alors que l'autre, c'est moins d'une cinquantaine d'éléments. Quand vous dites 500 éléments. 500 éléments qui sont inscrits sur la liste, pas pour le Maroc. Mondialement. Mondialement. Ah, donc, les pays cherchent la liste représentative plus que la liste de sauvegarde. Ouais. Parce que la liste représentative, c'est la vitrine de pays. C'est le prestige. C'est le prestige. Voilà. Et celle qui est en voie de disparition, elle n'existe déjà presque plus. Voilà, mais alors que c'est le... On va donner un exemple concret aux gens. Il y a deux cas. Il y a le cas des Gnawa qui ont été inscrits et le cas des Teskiwin, qui sont des traditions de chant et de danse du Moyen Atlas, je pense. Ou de Haut Atlas. Du Haut Atlas, du Haut Atlas qui date des Saadiens, si je me souviens. Voilà, avec des petites épaulettes rouges. Vous voyez bien, si je vous parle des deux, lequel a fait le plus de bruit. Teskiwin était menacé de disparition. Grâce à cette inscription, on va pouvoir maintenir la tradition. Mais en même temps, les Gnawa que tout le monde connaît, ça donne une fierté à tout le monde parce que c'est beaucoup plus populaire. Donc c'est ça les deux listes en fait. Ces deux listes. Malheureusement, on doit normalement inverser les deux listes. Il y a une troisième liste, c'est plutôt un registre de bonnes pratiques. Ce qu'on appelle les bonnes pratiques, c'est le pays peut demander inscrire un élément de patrimoine immatériel comme étant une bonne pratique qui peut servir d'exemple pour d'autres éléments à travers le monde, pas uniquement au niveau national, mais ça peut être un bel exemple pour les autres pays à suivre. Donc, le Maroc, jusqu'à présent, n'a pas d'éléments sur ce registre, mais il y a des propositions qui vont être proposées pour l'UNESCO. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'on a inscrit au patrimoine immatériel jusqu'à présent. Les Gnawa. Oui. Alors, je ne vais pas vous demander des explications. Je pense que les auditeurs de Radio Ma'alif ont compris. Alors, 2019, ce sont des dossiers qui ont été acceptés, cette liste. Oui. Les connaissances, savoir-faire et traditions et pratiques liées aux palmiers dattiers. Oui, c'est un dossier multi-pays, c'est pas uniquement le Maroc. Il y a les Émirats, il y a d'autres pays, l'Égypte. Donc, c'est un dossier multi-pays qui a été présenté par l'Émirat au nom d'autres pays, dont le Maroc. Et qui a été accepté. Et qui a été accepté, oui. Teskiwin, danse martiale du Haut Atlas occidental. C'est la seule que nous avons sur la liste de sauvegarde urgente. D'accord, donc c'est une danse ancestrale qui était menacée de martiale, c'est-à-dire une danse de guerre. De guerre, oui. Alors moi j'ai lu quelque part que c'était comme ça que Abdelmalek Saadi, Ahmed Mansour, enfin bien sûr que les Saadiens transmettaient leurs ordres à leurs soldats par les rythmes joués par Teskiwin. Oui. D'accord. Oui, effectivement. La fauconnerie, donc ça c'est Sakhr, c'est le faucon. Alors le faucon, on fait ça avec qui? La fauconnerie, c'est aussi un dossier multi-pays, avec les Émirats, il y a l'Espagne, il y a beaucoup de pays européens et arabes. Quand vous dites que vous faites ça avec beaucoup de pays, ça veut dire que lorsqu'on fait avec le faucon, ce sont les mêmes pratiques qu'en Espagne ou aux Émirats? Là, il y a une nuance. C'est pas forcément lorsqu'on inscrit un élément avec d'autres pays que nous avons un élément identique à 100%. Non, c'est comme le cas de couscous. Le couscous, c'est un plat maghrébin. Donc, il est inscrit comme étant nord-africain. Maghrébin, ça existe depuis des siècles et des siècles. Mais ça ne veut pas dire que le couscous marocain, c'est le couscous algérien ou le couscous tunisien. Même au sein du Maroc, on peut dire qu'il y a autant de couscous qu'il y a autant de mamans. Ouais, voilà, exactement. Donc, c'est la même chose pour le harira. C'est vrai. La question se pose actuellement pour le harira, est-ce qu'elle est d'ici ou de là-bas? C'est la même chose. Donc, c'est un élément qui existe dans plusieurs communautés. Normalement, la Convention parle de communautés, individus et groupes. Donc, c'est des communautés qui ont un plat qui est similaire, qui présente les mêmes, généralement, la même base qui se ressemble. À la base, les graines, c'est les mêmes, c'est la base, etc. Il y a certains rituels autour de la fabrication de couscous, mais chaque région elle a son propre couscous. Ça ne veut pas dire que là, lorsqu'on a inscrit la fauconnerie, que la fauconnerie qui existe ici est la même qui existe aux Émirats. Nous avons une fauconnerie plus ancienne, même si le Qawasm qui font cette pratique de Adkwala, ils font cette pratique très anciennement plus que les pays de Golfe. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui chassaient avec le faucon, mais dans l'histoire.
C'est-à-dire, Oui. c'est pas une, parce que je sais qu'il y a du tourisme du Moyen-Orient qui viennent chasser avec les faucons, mais vous êtes en train de dire qu'avant même ça, il y avait une tradition comme ça. Il y a une tradition qui existait, c'était le Qasm qui faisait la fauconnerie, ils avaient des dahirs sultaniens, donc ils faisaient ça pour le sultan, donc ils avaient des dahirs qui les De protégeaient. quelle période on a ça? Début des Alaouites, depuis l'époque des Alaouites, ils ont Moulay Ismaël. oui, des D'accord. dahirs sultaniens, oui. D'accord. Alors, Ergen, pratique et savoir-faire lié à l'arganie. Ça, c'est quoi? C'est la fabrication de l'huile, tout ça? C'est pas uniquement la fabrication de l'huile, mais toutes les pratiques, les rituels qui entourent la fabrication Ça, de on l'a l'huile. fait tout seul, celui-là. Oui. D'accord. Ah oui, on l'a fait tout seul, mais même si maintenant on entend des voix dire que ça existe ailleurs aussi, mais l'arbre peut exister ailleurs. Mais nous, on a inscrit les pratiques, les rituels, le savoir-faire lié à l'argan. D'accord. Donc ces rituels n'existent pas ailleurs, même si on peut, disons les choses clairement. Maintenant, l'arbre d'argan existe en Israël. Donc, ça a été importé d'ici. Mais les pratiques, le rituel n'existent pas. Donc, pour ne pas dire à notre pays, moi, je donne cet exemple, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'arbre Pour avoir les pratiques. pour avoir les pratiques, le savoir-faire. Mais concrètement, c'est des gros dossiers, ça. C'est-à-dire, il y a des films, il y a des interviews, il y a quoi? Il y a des Oui, textes, il y a des images. Effectivement, c'est une procédure très, très lourde. Donc, il ne suffit pas de demander au ministère d'inscrire ou de renseigner le formulaire pour l'inscription sur la liste de patrimoine. C'est une démarche très, très lourde. Ce n'est pas le ministère, mais plutôt c'est la Convention elle-même. La Convention elle-même, elle insiste sur une chose. C'est une approche de bas en haut. C'est pas de top-down. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la communauté qui décide. Il faut que la communauté décide d'inscrire son patrimoine à elle. Oui. C'est pas l'État. C'est pas l'État. C'est pas l'État. L'État a une autre fonction. C'est pour ça que quand on a vu les Gnawa dans la commission, on a vu le Mabsab Malikin, donc il représente, enfin, ça vient des gens qui pratiquent, quoi. Donc c'est pas une affaire de ministère, en fait. Non, c'est pas le ministère ou l'État. Il a la fonction, le rôle de coordonner, d'orienter, de renseigner le document officiel, parce que quand même, c'est l'État qui est l'interlocuteur de l'UNESCO. C'est le ministère de la Culture qui est l'interlocuteur. Oui, mais est-ce que vous savez quels sont leurs critères à ces gens-là? C'est une commission, hein? Bien sûr, il y a une commission au niveau de l'UNESCO. Oui. Oui, l'UNESCO, c'est une machine pour la convention. C'est une procédure très, très, très longue. Même si on a beaucoup d'éléments maintenant et beaucoup de demandes pour inscrire certains éléments de notre patrimoine sur cette liste, il faut comprendre que ces organes de la convention, ils ont posé certaines priorités pour être admis, pour être inscrits sur la liste de patrimoine. Ils donnent la priorité aux pays qui n'ont pas encore d'éléments inscrits sur les listes. Le Maroc, il en a 9. Il y en a ceux qui ont moins. Ouais. Il y en a les pays qui n'ont rien. Donc la priorité pour les pays qui n'ont pas d'éléments. Deuxième priorité, elle donne la priorité aux éléments qui vont être inscrits sur la liste urgente. D'accord. Des choses qui sont en état D'urgence, voilà. Troisième des choses, il donne la priorité aux dossiers multi-pays, c'est-à-dire les dossiers qui viennent de plusieurs pays. Donc, ils veulent inscrire un élément commun. Et la quatrième priorité, bien sûr, ceux qui ont moins d'éléments. C'est la quatrième priorité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vu que c'est une machine très lourde de dossiers, ils ont arrêté le nombre de dossiers chaque année à étudier à 50. 50 pour tous les pays. Pour tous les pays. Donc c'est très peu. C'est très peu. D'accord. Vu ainsi que nous avons déjà 9 éléments, les chances de faire passer plusieurs éléments chaque année, ils sont minimes. Parfois, on peut dire que les chances sont zéro. Si on arrive à passer un élément par an, c'est un exploit. On continue à dérouler cette liste, elle est intéressante. Ergen, on a compris. La diète méditerranéenne, qu'est-ce que ça veut dire la diète méditerranéenne? La diète, c'est aussi un dossier multiplié. En fait, c'est le centre d'aliments. Inscrit en 2013. Oui. Et c'est quoi la diète? La diète. Siam. Non. Parce que là, on est en diète. Non, c'est plutôt ce qu'on peut dire, on peut traduire la façon des aliments, la cuisson des aliments, les mets propres de la Méditerranée. Ah bon? Oui. Mais c'est quoi concrètement? C'est en fait le Maroc qui a proposé la diète, c'est le système alimentaire de Chefchaouen. Donc pour représenter le Maroc fait l'ensemble. C'est un dossier
qui a été fait par tous les pays de la Méditerranée. Pas tous, mais une grande partie, Chypre, la France. Et quoi, chaque pays propose un plat ou comment ça se passe? Oui, des plats d'une région méditerranéenne. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a proposé de Shawan? Je n'ai pas vraiment d'informations sur ce qui a été proposé de Shawan, mais c'est la diète propre à Shawan. D'accord, ok. Le festival des cerises de Sflo, donc ça c'est... Oui, on dit le premier festival du Maroc, institué au Maroc, donc il a été classé. En 2012. Inscrit, oui. L'espace culturel Jemaa El-Fna, 2008. Oui. Ça, c'est un dossier qu'on a fait tout seul. Il n'y en a pas deux, Jamal. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que juste avant la convention de 2003, il y avait ce qu'on appelait la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Avant la convention, avant ces listes, il y avait tout un programme, ce qu'on appelait la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Le Maroc, on avait deux, Jemaa El-Fna et le Moussim de Tantan. Donc, il existait bien avant les listes de la Convention. Donc, dans la Convention de 2003, elle s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une 90 éléments proclamés comme chefs-d'œuvre du patrimoine culturel et matériel mondial. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 90 éléments? Donc, il y a une partie de la Convention qui dit que tous les chefs-d'œuvre vont automatiquement classés comme étant patrimoine culturel immatériel sur la liste représentative. D'accord. Y compris Jemaa El-Fna. Jemaa El-Fna et le Moussim de Tantan. On arrive à 2020, l'inscription du couscous qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été faite avec l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye. Non, il n'y a pas de Libye. Bon, les quatre. La Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez, vous, les gens qui sont indignés du fait que ça a été... beaucoup de Marocains voient le couscous comme quelque chose de très, très marocain et uniquement marocain. Et peut-être ne se rendent pas compte que c'est un vrai plat maghrébin et pas seulement marocain. C'est un plat qui était historiquement maghrébin, nord-africain, et ensuite il est devenu international, il est maintenant français, les Siciliens et les Espagnols. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que en Sicile, c'est l'Italie, il y a un plat de couscous. Donc, il est très ancien aussi, parce qu'il y avait la présence nord-africaine maghrébine en Sicile. Donc, il y a transfert culturel, donc il y a cette identité culturelle méditerranéenne nord-africaine en Sicile. Il y a ce couscous aussi qui existe en Italie, en France, avec l'immigration, etc. Donc, c'est un plat qui est devenu international. Mais son origine, il est maghrébine. Dire qu'il est typiquement marocain, ou typiquement algérien, ou typiquement tunisien, ou typiquement mauritanien, c'est faux historiquement. Chaque pays a ses propres spécificités culturelles concernant la préparation de couscous, et tout ce que la garniture, etc. C'est propre. Même au sein du Maroc, le couscous de Fès n'est pas le couscous de chez nous. Vous l'avez très bien dit, il y a autant de couscous que de mamans. De mamans, de maison. Cette question de couscous, elle est très intéressante parce qu'il a mis en évidence une réalité que l'UNESCO, que la Convention de 2003 doit étudier profondément, c'est la question de la propriété intellectuelle. La Convention de 2003, il faut être clair sur ce point, la Convention de 2003 ne parle pas de propriété intellectuelle. Il y a un organisme international de l'UNESCO qui s'occupe de la propriété intellectuelle, c'est l'OMPI. C'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est un organisme totalement différent de l'UNESCO. Donc, la question de la propriété intellectuelle, c'est là où elle doit être vue pour la question du Maroc sur tout ce qui est savoir, artisanal, etc. Et je pense que le Maroc, il siège, bien sûr, à l'OMPI. Je ne sais pas si c'est l'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété industrielle et culturelle. Mais quand vous dites la propriété intellectuelle, oui. Est-ce qu'on peut comme ça poser de la propriété intellectuelle pour des plats ou pour des traditions? C'est-à-dire que c'est des propriétés par pays. C'est là où il y a problématique. C'est que c'est un patrimoine national d'une communauté ou de groupes d'individus. Il n'y a pas une personne qui peut revendiquer effectivement la propriété intellectuelle d'une chanson. Mais même les Gnawa, par exemple. Les Gnawa, vous savez qu'il y a des Gnawa en Algérie. Oui. C'est un art qui est très populaire au Maroc et sans doute qu'il y en a la plus grande partie et ils sont les plus visibles. Mais il y a des Gnawa même en Tunisie. Oui. Alors, comment on fait avec ces cas-là? Non, je ne parle pas de ça, mais je parle, par exemple, de savoir artisanal. Si vous avez un tapis, vous avez un savoir-faire qui est à ce tapis. C'est difficile de dire qu'effectivement ce tapis appartient à une personne qui l'a fait,
Mais on dit par exemple que ce tapis appartient à la tribu des Wawsgate. C'est ce qu'il y a de nous le tapis Wawsgate, par exemple. D'accord. Le ministère, je pense, du Tourisme et de l'Artisanat, il a fait un grand travail sur cette question. Donc, il a recensé, inventorié, il a fait tout un site sur, par exemple, la question du savoir-faire lié à certains éléments artisanaux. Ça, c'est possible, effectivement, de dire qu'un tapis est Wawsgate. Donc, il est labellisé comme étant Wawsgate. Ça, c'est facile à dire. Mais tout ce qui est immatériel, aussi, comme le camp... Non, mais restons sur le tapis. Excusez-moi, oui. Restons sur le tapis. Ok, on va déposer que ce tapis est Wawsgate. Très bien. Oui. Demain, une grande enseigne de tapis mondiale, je sais pas, même un supermarché européen, veut mettre ce tapis en vente. Est-ce qu'il y a des flux financiers de prévus? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que c'est libre? Je pose la question vraiment naïvement. Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas moyen. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, il n'y a pas moyen de contrôler. Voilà. Tant que cet organisme, tant que le Maroc n'a pas saisi l'empire comme étant ce patrimoine de tapis, il est purement Wawsgate, il appartient à la communauté de Wawsgate, toutes les répercussions économiques de la société qui fabriquait ce tapis ou a imité ce tapis. Donc, il n'y a pas moyen de faire revenir cet argent, d'injecter cet argent, une partie de l'argent à la communauté Wawsgate. Non, il n'y a pas moyen. Donc, le problème reste posé. Et la Convention de 2003, elle a complètement mis de côté la question de la propriété intellectuelle. Et elle dit clairement dans la littérature de la Convention que inscrire un élément sur la liste de patrimoine immatériel ne veut pas dire que vous avez la propriété intellectuelle de cet élément. Donc, on peut inscrire autant d'éléments. Je vous donne quelques exemples. Le Maroc, il a présenté pour l'inscription le khtarat. Qu'est-ce que c'est le khtarat? Le khtarat de Rachidia. Le khtarat de Rachidia. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le khtarat de Rachidia? Le khtarat, c'est un système de nivellement dialogue très ancien, donc c'est l'origine même de Marrakech. C'est faire élever l'eau à partir des puits de la nappe vers la surface pour irriguer les champs. Donc, c'est un système d'irrigation. C'est un système d'irrigation traditionnel. Sans électricité. On ne peut pas dire qu'il est marocain. Uniquement marocain, ça existe depuis l'Afghanistan, l'Iran, les pays de Golfe, la Libye, l'Algérie, jusqu'à chez nous. D'ailleurs, il est inscrit par l'Iran en tant que Qanat, il l'appelle Qanat. Elle est inscrit par Oman, Sultanat Oman, les Émirats, comme étant ce qu'ils appellent Flij. Et il est inscrit également par l'Algérie. Et nous, on a demandé son inscription. Ça n'a pas encore été accepté, ça. On attend. C'est dans la backlog de... D'accord. Mais il y a ceux qui ont inscrit l'élément physique, le savoir-faire lié à la construction. Il y a ceux qui ont demandé l'inscription, comme l'Algérie. Il a demandé l'inscription. Il a inscrit plutôt les systèmes, la répartition des eaux. Des khtarat. Le Fougarat, ils les appellent Fougarat chez eux. Donc, ils ont inscrit l'UNESCO le système de répartition des eaux. Nous, ce qu'on demande à inscrire, c'est plutôt le savoir et les connaissances liées les constructions des khtarat. Comment on construit, on préserve les khtarat. Donc, c'est un élément physique, tangible, qui est le même, mais ce qu'on demande comme inscription, c'est le côté immatériel qui est différent. Eux, c'est la répartition des eaux, et nous, plutôt, c'est le savoir lié à la construction et la préservation des khtarat. D'accord. Donc, chacun a sa stratégie, en fait. Voilà. Je vois que vous avez un très beau dossier ici prévu pour 2021. Tbourida. Tbourida, oui. Tbourida, c'est... C'est la classe. C'est vrai, c'est la classe. Ça m'a échappé, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est la classe. Le dossier, il a la chance d'avoir été très appuyé par... il y a beaucoup une implication. Vous connaissez maintenant les Moussem. Il n'y a pas de Moussem sans Fantasia, sans... Il y a un engouement pour Tbourida partout. Il y a une concurrence entre les régions, entre les tribus, vous connaissez peut-être ça, mais maintenant on trouve même des troupes de Fantasia jusqu'à Etba Amran, jusqu'aux confins sahariens. Donc c'est un dossier qui a... Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? On va inscrire tout ce qui est rituel, rite, connaissance. Mais est-ce que ça va jusqu'aux objets physiques, les selles, les... Oui, le savoir, il y a le savoir-faire qui est derrière. Le cuir. Le cuir, oui. D'accord, la chorégraphie, enfin tout ce qui est matériel. Oui. D'accord. Et donc ça, c'est pour 2021. C'est tout seul qu'on le fait? Oui, tout seul. C'est les Marocains? Oui.
D'accord. Non, parce que j'essaie de vous éviter les ennuis. Parce qu'il y a beaucoup parlé des candidatures. Et je vois un autre dossier pour 2021-2022, le Melhoun. Oui. Pareil, le dossier devrait être accepté, vous pensez? Il passera certainement quand son temps arrivera, mais c'est un dossier qui était très bien fait. Et sur ce dossier, je suis dernièrement la polémique sur la question de Melhoun. Quelle polémique? Oui, toujours la polémique sur la question des textes de Melhoun qui ont été soi-disant attribués à des auteurs étrangers, algériens. Il y a une polémique sur ça sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Culture, il a renseigné le formulaire comme il se doit. Il l'a envoyé aux instances de l'UNESCO. Il est sur la liste d'attente après Bourida. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Académie du Royaume du Maroc, il a fait un énorme travail. Il est malheureusement peu connu, mais il a édité une encyclopédie de Melhoun marocain. C'est plusieurs volumes de Melhoun avec le Qasaïd d'El Melhoun ancienne, avec leurs auteurs et qui sont documentés. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ce risque de se faire voler Qasida d'El Melhoun parce que c'est déjà sur l'Académie du Royaume, il a fait un grand travail. Je vois, pour El Melhoun, c'est les candidatures en cours. Mais moi, quand je vois cette liste, j'ai l'impression qu'on peut en rajouter 50 des choses. Pour rajouter, pourquoi pas, je sais pas, Issa Wal, Ella, pourquoi pas Ahmed Shah, pourquoi pas... Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on a mis le couscous, pourquoi pas le bstela, ou bien pourquoi pas... Il n'y a quasiment pas de limite, en fait. Oui, on peut proposer, sauf que la machine, comme j'ai dit, elle est lourde. Il y a ce programme effectivement, il y a beaucoup. Je pense que je peux le dire ici, c'est que le ministère a un programme d'éléments qui vont, beaucoup d'éléments, je ne vais pas dire le nombre exact, mais il y a énormément d'éléments qui vont être proposés. Donc il y a toute une procédure à faire. Donc ça viendra. Donc, mais s'il y a 50 dossiers au niveau mondial traités par an... Voilà, c'est ça le problème, c'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est que deux choses sont primordiales. Il faut que l'élément vienne de la communauté, pas du ministère ou de l'État. Ça, c'est la première des choses. L'État, bien sûr, a son rôle à faire, c'est lui qui va coordonner, orienter, etc. Mais tant que l'élément ne vient pas de la communauté... faut-il savoir quelle communauté pour le couscous? Quelle est la communauté qui s'est élevée pour ainsi dire? Il y a une solution pour ça. Le couscous, puisqu'il y a... Tout le monde. On ne peut pas rassembler toutes les mamans. Hein. Mais voilà. Ce qu'on peut... Le vendredi, on est nombreux. Mais il y a des fédérations. Par exemple, si je vous donne un cas, c'est par exemple la gastronomie. Si on veut inscrire la gastronomie marocaine, on ne va pas rassembler toutes les familles, toutes les régions, etc. Mais il y a des fédérations, donc on peut faire appel à des fédérations, des associations, des ONG ou des organismes scientifiques ou académiques. Elles peuvent instituer des dossiers de candidature. Donc, il y a cette possibilité. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est pas forcément l'État qui écrit. L'initiative de la demande peut venir de n'importe qui. En fait, n'importe quelle communauté qui a le sentiment d'avoir un patrimoine à inscrire et à protéger. Voilà, sauf que aussi, on a beaucoup de demandes d'inscription. Et quand on veut proposer un élément pour son inscription, il faut avoir le consentement de toute la communauté. Ah oui. D'où des problèmes de propriété intellectuelle dans la communauté. Voilà, même au sein des communautés, il y a ce problème récurrent. Donc, même pour les éléments qui sont inscrits, on a des problèmes qui viennent par la suite. Quand un groupe d'associations demandait l'inscription, puis une association qui vient par la suite s'interférer dans le dossier, pourquoi eux et pas moi, etc. Donc, il y a ce problème aussi. Et là, c'est le rôle du ministère ou de l'État d'arbitrer. Voilà, et de faire la médiation, pas d'arbitrer, mais de faire la médiation et de trouver une issue, parce que tant qu'il n'y a pas de consentement libre, consenti et éclairé de la communauté, soyez sûr que le dossier ne passera pas à l'UNESCO. Merci beaucoup pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Je vous renvoie aussi à un podcast réalisé avec le professeur Ahmed Skounti, qui est dans le même domaine, qui nous a parlé du patrimoine. Entre les deux podcasts, vous allez avoir les idées plus claires sur le grand mystère de ces inscriptions au patrimoine immatériel de l'humanité. Merci.
La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.